Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer la session, je vais faire une petite transition entre ce qu'on a vu juste avant et cette session, en commençant par deux anecdotes. Il y a environ un an, ça résonne un petit peu avec ce qu'on a dit aujourd'hui, j'étais à l'ouverture des journées de l'école des mines d'Alès, où il y avait 450 étudiants qui se confrontaient justement à la fois à des acteurs locaux, donc il y avait le maire d'Alès, il y avait aussi des entreprises comme Safran, qui sont des grandes demandeuses en fait des cerveaux de ces ingénieurs, et donc il y avait toute une communauté voilà, qui discutait entre la recherche, la science, l'ingénierie et les problèmes réellement locaux du territoire. Et à la fin de ma présentation, il y a plusieurs étudiants qui sont venus et il y en a trois qui m'ont posé la même question. Si on veut changer, et je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu dans cette mentalité de comment on fait pour changer, est-ce que c'est mieux que j'aille faire dans une entreprise des choses qui me plaisent, avec un feeling qui est celui que je veux, environnementaliste, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille dans ces grandes entreprises qui font leur business as usual pour essayer de les changer de l'intérieur? Alors c'est une question auquel j'avais un peu de mal à répondre. Et en fait, ce qui est important si on va dans ces entreprises, je dirais, qui ont pignon sur rue, c'est d'avoir à un moment donné un accès au niveau politique pour faire du changement. La deuxième anecdote, c'est un étudiant qui m'a contacté il y a 3-4 mois. Vous voyez qu'à chaque fois, ça vient des jeunes, les références que j'ai. Et il m'a dit, voilà, je suis intéressé pour travailler sur les pollinisateurs, c'est un de mes sujets de recherche. Et je voudrais faire un stage. Jusque-là, tout était normal. Et ensuite, il me dit, par contre, je suis pas tout seul. En fait, on est 5 à vouloir faire le même stage, sur la même thématique, mais avec une vision différente à chaque fois. Et donc, ils étaient effectivement 5 dans l'école d'ingénieurs, 6 en tout, à vouloir intégrer une structure, un labo, une école de master. Ils ne trouvaient pas, en fait, comment on arrivait à faire finalement une réunion où on a 6 cerveaux différents qui pensent sur un même sujet avec des visions différentes. Et là, on était un peu bloqués. On a essayé de débloquer la situation avec ma directrice du MR, mais on n'a pas trouvé une solution pour faire une convention à 6 personnes d'un coup comme ça. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que pour moi, ce qu'on a vu ce matin, juste avec les deux présentations, ça reflète un petit peu l'enjeu qu'il y a dans nos journées pendant ces des jours. On a vu le côté politique, avec notamment Eric Berton qui est venu, et on a vu comment l'Université de Marseille souhaite avoir cette volonté de changer les choses. Et ensuite, on a vu le côté plus scientifique, avec 3 grands thèmes qui sont importants en sciences de la gravité. C'est les thèmes vraiment globaux, du système planétaire, habitabilité, etc. La question des ODD, qui est importante, qui doit être réflexive, sur laquelle on pourra revenir aujourd'hui. Et ensuite, la question de nous, comment on fait la recherche en interdisciplinarité, en transdisciplinarité. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous, donc, à l'IRD, un petit peu pour vous présenter ce qu'on a fait et ce qu'on a impulsé depuis 3-4 ans maintenant, c'est d'essayer d'avoir justement ces deux aspects, à la fois l'aspect politique et à la fois l'aspect réflexif. Et justement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pousser en fait ces sciences de la gravité au plus haut niveau politique. Et je remercie Valérie Verdier qui est présente avec nous encore maintenant pour avoir supporté cette dimension. On a vraiment essayé de montrer comment on pouvait faire ça. On a fait du lobby notamment auprès de l'ANR, on travaille aussi avec Future Earth pour essayer de monter des centres, de porter vraiment cette science de la gravité au plus haut niveau pour qu'il y ait des opportunités. On a entendu parler aujourd'hui, des fois il n'y a pas d'opportunités. Donc il y a tout ce côté politique qui est très important à faire. Et ensuite il y a tout le côté scientifique. Et le côté scientifique, c'est pas juste regarder et être spectateur, nous chercheurs, de tout ça. Il y avait un article qui est sorti récemment en disant combien de scientifiques qui ont vraiment lu le GIEC, le rapport du GIEC. C'est vrai qu'on le sait, comme tu l'as dit, à un moment donné, on le sait, mais c'est bien de se remettre le nez dedans et de se dire nous-mêmes comment on peut faire ça. Et par rapport à ces deux choix, et je fais un petit peu de com par rapport à une réflexion qu'on a commencé à l'IRD, et ces livrets seront présents à partir de cet après-midi ou demain dans la salle, on a fait un livret Sciences de la durabilité dans lequel on a justement, donc ça c'est le deuxième numéro, demandé aux chercheurs de se remettre un peu en question et de dire vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Un peu ce qu'on va faire pendant ces 2 jours, je pense. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire depuis vos disciplines ou depuis les interfaces? On a demandé aux chercheurs, on a demandé à des gens des ONG, etc., d'avoir une réflexion sur ça. Et on avait aussi des politiques qui réfléchissaient à tout ça. Et dans un de ces papiers, et j'en viens à l'introduction de la personne qui va présenter maintenant, Kofi Aolu a fait un papier, a écrit un papier sur un terrain partagé. Donc Kofi est chercheur et professeur à l'université de Lomé au Togo. Il est sociologue, mais il travaille à l'interface en fait sociologie, urbanisme. Il travaille d'ailleurs beaucoup avec des cas très appliqués dans les villes, puisque les villes c'est un petit peu comme des petites planètes entre guillemets, où on a toutes les composantes aussi à prendre en compte, la composante
humaine, environnementale, politique, etc. Et ils ont eu une expérience intéressante dans le cadre d'une communauté de savoir. Alors à l'IRD, on a fondé des communautés de savoir, ce sont des communautés ouvertes à tout le monde sur des thématiques bien précises, donc les gens se retrouvent autour de thématiques. Et dans la communauté de savoir Ville Durable, justement, l'idée c'était d'aller sur le terrain ensemble et de voir comment on pouvait croiser les regards. Et ce qui a été intéressant, il y a une dernière anecdote que je voulais vous conter, c'est l'anecdote de la voiture rouillée. Voilà. Ils étaient en train de se balader dans la ville, ils regardaient un petit peu les thèmes d'accroche qu'ils pouvaient avoir ensemble. Il y avait des gens qui travaillaient sur les contaminants, d'autres qui travaillaient en géographie, d'autres qui travaillaient sur les migrations. Et ils sont arrêtés devant une voiture rouillée et chacun a fait un petit peu sa question sur la voiture rouillée. Vous connaissez peut-être l'allégorie de l'éléphant, hein, là où il y a des aveugles qui touchent l'éléphant et puis certains voient la peau, alors ils disent c'est quelque chose de rugueux, certains voient la queue, etc. Là, ils l'ont fait autour d'une voiture rouillée, et donc chacun a commencé une narrative autour de la voiture rouillée. Certains voyaient les problèmes de contamination, d'autres voyaient les problèmes de migration, d'autres voyaient l'opportunité de la voiture en fait qui va être démantelée et qui va être utilisée en termes d'économie informelle. Et donc ces exemples-là, c'est ce qu'on essaye d'avoir directement sur le terrain, et Kofi donc a participé à ça. Donc Kofi, je voulais t'inviter à venir avec nous. Tu es aussi directeur du centre d'excellence d'études des villes durables africaines, et je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour présenter ton expérience depuis les villes durables. Oui, tu peux venir là. Et je vous demande de l'applaudir pour... Merci Olivier. Je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre de m'avoir invité, notamment Sandrine et Claire, pour avoir facilité ma présence parmi vous. Donc, nous allons présenter donc les expériences que nous avons en matière de co-construction au niveau du Centre d'excellence sur les villes durables en Afrique, mais quelques mots sur le centre lui-même. Le Servida donc, fait partie des 53 centres installés par le projet Ace Impact. Le projet Ace Impact est financé par la Banque mondiale et l'AFD. Nous avons essentiellement 3 missions, faire des recherches autour donc, de notre axe principal qui est la planification urbaine, participative et inclusive, former des spécialistes polyvalents capables d'œuvrer pour les villes durables en Afrique. Et là, nous avons 2 types de formations, donc les formations de courte durée, où les professionnels qui sont déjà en activité dans les communes, ils viennent pour faire suivre des formations de courte durée organisées par le centre. Et aussi des formations donc, initiales. Nous avons un master, 2 masters notamment, un master ville durable en Afrique et un master recherche, et un master professionnel en planification urbaine. Et nous offrons également un doctorat sur le développement urbain durable avec plusieurs spécialités, puisque le thème même ville durable est un thème transversal. Le 3e point, c'est l'expertise que nous offrons donc, aux communes. Et c'est autour vraiment de cette expertise que nous développons donc, des démarches de co-construction. Alors, nous allons, pour cette démarche, j'ai choisi 2 projets. Un projet où l'initiative est venue de nous-mêmes au niveau du centre d'aller vers la collectivité territoriale, ici c'est le Grand Lomé, pour développer, co-construire le projet avec eux. Et le 2e projet dont je vais parler, c'est plutôt la commune qui a fait la démarche inverse, donc c'est la commune qui s'est rapprochée de nous. Le Grand Lomé, donc c'est le territoire que vous voyez, donc qui regroupe 13 communes de la capitale, donc il y a la Lomé, la capitale, et puis tout un groupe de petites communes qui sont des banlieues autour de la commune. Alors, ce territoire a un problème, c'est que la ceinture verte est en disparition, quasiment. Et donc, notre démarche à nous était de se rapprocher donc, du district autonome du Grand Lomé, qui est l'autorité qui gère donc, le Grand Lomé, pour voir comment restaurer en fait, cette ceinture verte. Et donc, voilà, vous voyez les différentes communes du Grand Lomé. Et cette démarche... dans un premier temps, donc, on a cherché à évaluer le potentiel actuel donc, en termes de domaine forestier du Grand Lomé
élaborer le programme de restauration avec donc, les différents acteurs et permettre donc, à la ceinture verte donc, de jouer son rôle écologique donc, au niveau du territoire. Dans un premier temps, donc, en termes de co-construction, c'est d'identifier les différents acteurs. Donc, en dehors des acteurs institutionnels, il y a qui sont là au niveau de l'université. Donc, il y a le laboratoire de recherche forestière qui travaille avec le Servida, puisque le Servida seul ne pouvait pas aller. Il y a un autre laboratoire d'anthropologie avec lequel nous avons aussi travaillé. Mais au niveau des administrations, il y a un certain nombre, notamment la direction des ressources forestières qui a travaillé également avec nous. Et notamment les acteurs... voilà, notamment les acteurs traditionnels. C'est important d'évoquer ce point comme étant un point d'attention parce que le foncier au Togo, en fait, la terre appartient aux collectivités. Ça veut dire que l'État n'a pas la possibilité de prendre un domaine ou une terre et d'en faire ce qu'il veut. C'est la collectivité qui peut céder, ou soit on achète. Voilà. Donc, il a d'abord été question de réunir toutes les collectivités qui disposent donc de ce droit sur qu'on appelle la ceinture verte, de les réunir autour du projet. Et pour faire cette réunion, on avait besoin de ce que nous appelons les chefs cantons, qui sont en réalité des autorités traditionnelles dont dépendent en fait les chefs de collectivité. Donc on les a réunis, on a expliqué l'importance donc de cette ceinture verte, et eux aussi, donc c'était une sorte de deal au bon sens du terme, où eux-mêmes, ils nous ont dit quel est leur intérêt dans ce projet. Notamment, par exemple, quelle espèce planter, parce qu'il y avait des tradithérapeutes donc, qui avaient besoin d'un certain nombre d'espèces pour que ça puisse servir après à des guérisons. Donc, on a co-construire ce projet avec eux en tenant compte en fait de leurs espèces et des espèces que eux veulent, et aussi la possibilité de pouvoir continuer à cultiver, donc de planter qu'on appelle tout autour de cette ceinture verte. Donc quand on a agrégé tous ces intérêts, ça nous a permis en fait de présenter le projet à des partenaires qui ont pu financer, et on a démarré comment on appelle l'activité. Donc, vous voyez un peu là des photos de nos ateliers avec les chefs traditionnels dont je parle qui sont en habit traditionnel et tout ça. Le deuxième projet, alors ça c'est beaucoup plus la commune qui nous a contactés, dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes dans la commune de Cloto 1, donc à Palimé, à 120 km de Lomé. Il existe un canal que vous voyez en haut, là, où le canal est construit, mais les usagers en ont fait à certains moments des dépotoirs. Donc le maire décide de faire juste un mur aveugle pour que les populations ne puissent plus y jeter des ordures. Et c'est pour faire des études techniques, pour réaliser ces murs aveugles et réaliser des fresques murales sur donc, ces murs que le maire nous a contactés. Et on est allé, on a vu, on a dit non. Après, on a un certain nombre d'étudiants qu'on a mobilisés pour observer les pratiques urbaines autour du canal, et on s'est rendu compte que il y a chaque jour, enfin dans la journée en fait, les populations l'utilisent non pas seulement pour jeter des ordures, mais c'est aussi une sorte de passage pour les populations. Donc il y a toute une pratique urbaine qui se développe autour en fait de ce canal. Et à partir de là, on est allé voir le maire pour lui dire votre projet était de faire un mur aveugle, et nous on allait vous faire l'étude de ces murs aveugles et puis réaliser des fresques tout autour. Mais non, nous n'allons pas y aller dans ce sens. On veut plutôt réunir les populations en amont et en aval du canal et discuter avec eux, les mettre ensemble avec vos conseils communaux pour voir en fait comment on co-construit un projet de manière à ce que non seulement les populations puissent
tirer bénéfice de ce projet, mais aussi que votre objectif qui est au final de ne plus avoir des ordures, eh bien que cet objectif en fait soit atteint. Donc nous avons effectivement fait ces ateliers participatifs, organiser ces ateliers avec la commune, avec les populations pour discuter, identifier les différentes aspirations de chaque population autour de ces différents projets. Et au final, on s'est retrouvé donc à organiser autour du canal une sorte de foresterie, galerie urbaine, pour que la nuit ou en journée, que les gens puissent aussi aller se reposer, mais tout en amenant la population à s'approprier ce canal pour en faire, comment on appelle, un objet urbain. Donc, on a réuni donc autour de ce projet le conseil, les services techniques, le FMDV qui est la société qui finance le projet et les différentes associations. Et là aussi, le point d'attention, c'était sur vraiment ces associations-là, puisqu'il y avait des associations de commerçants, des associations religieuses, donc il fallait réunir toutes ces associations et discuter aussi avec eux sur les différents intérêts de chaque association par rapport à l'aménagement de ce projet. Et à travers des approches individuelles, donc aller rencontrer chaque association, mais aussi à travers aussi des approches de groupe où on réunit les différentes associations et tout le monde pour pouvoir sortir les différents projets. Donc, à partir de là, le projet a été élaboré, construit, et nous sommes actuellement avec le FMDV en train de mobiliser le financement pour sa réalisation. Alors, là, au bout de ces deux démarches, quelles sont actuellement les perspectives donc, au niveau de ces projets? La première perspective, c'est d'abord la mobilisation des ressources financières. Nous construisons des projets, mais à côté, il faut trouver forcément des structures pour pouvoir les financer. Et ça, c'est un enjeu très important pour les projets élaborés. Mais l'avantage au niveau des communes, c'est beaucoup plus, non pas de travailler avec des consultants qui ont un autre agenda, mais travailler avec les chercheurs de l'université. Nous, au niveau de l'université, pouvoir mobiliser toutes les disciplines pour accompagner les communes dans le montage de ces différents projets. Deuxième enjeu aujourd'hui, c'est développer ce que nous appelons la capacité d'empowerment des communautés. Au niveau, par exemple, des autorités traditionnelles, mais aussi au niveau des associations de commerçants ou d'associations religieuses, le renforcement des capacités est un enjeu important pour pouvoir les conduire, les impliquer davantage dans le montage de ces projets, parce qu'en fait, au final, comme je dis, c'est une sorte de city deal où chacun vient avec en fait ses différents intérêts, donc pouvoir défendre ses intérêts, mais pouvoir aussi accepter le consensus pour que ce n'est pas l'intérêt que je défends qui concourt à la mise en place de ce projet qui est en réalité un bien commun. Donc, ce renforcement de capacité est un élément très important. L'autre enjeu ou l'autre perspective pour nous au niveau de Servida, c'est de pouvoir internationaliser cette démarche en fait de co-construction, donc sortie du cadre togolais, et s'appuyer sur nos alumni et aller vers d'autres pays ou d'autres villes africaines, parce qu'aujourd'hui, notre centre compte près de 200 étudiants qui viennent de 15 nationalités africaines, donc francophones comme anglophones, donc de s'appuyer sur ce vivier pour développer la même approche dans d'autres pays africains. Photos qui illustrent donc nos différentes activités. Je vous remercie.